Dans les archives du comté de Nottoway, en Virginie, un document daté de 1856 révèle l'un des mariages les plus troublants jamais enregistrés dans le sud d'avant-guerre. Catherine Yancey, fille unique d'un planteur respecté, a été officiellement unie à Samuel, un homme décrit dans les registres comme « nègre affranchi, propriété antérieure de Thomas Yancey ». 3 ans plus tard, tous deux sont morts dans des circonstances que les autorités ont rapidement qualifiées de suicide, mais que les documents médicaux de l'époque contredisent étrangement. Entre ces deux dates, 28 esclaves ont mystérieusement disparu de la plantation Yancey, vendus selon les registres à des acheteurs dont aucun n'a jamais pu être retrouvé. Si cette introduction a capté votre attention, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Nous aimons savoir d'où viennent nos auditeurs passionnés par ces histoires oubliées. L'année 1856 marquait une période de tension croissante dans les États du Sud. La Virginie, berceau de la République américaine, demeurait profondément ancrée dans son système de plantation et d'esclavage. Le comté de Nottoway, situé dans la région du Piémont virginien, comptait parmi ses terres les plus fertiles, propices à la culture du tabac et du coton. Les grandes propriétés s'étendaient sur des centaines d'hectares, entourées de forêts de pins et de chênes centenaires, traversées par des ruisseaux aux eaux sombres. La plantation Yancey s'élevait à environ 8 km de Blackstone, la ville principale du comté. La demeure principale, construite en 1817 dans le style géorgien caractéristique de l'époque, se dressait au sommet d'une légère colline. Ces briques rouges, importées d'Angleterre, avaient pris avec le temps une teinte plus sombre, presque sanguine sous certains éclairages. 4 colonnes blanches soutenaient le portique d'entrée, symbole du statut social des propriétaires. Derrière la maison principale s'alignaient les cabanes des esclaves. Construction de bois brut au toit de bardeaux. Plus loin, les champs s'étendaient à perte de vue, ponctués çà et là par les silhouettes courbées des travailleurs. Un chemin de terre battu, bordé de magnolias, reliait la propriété à la route principale. L'atmosphère qui régnait sur ces terres portait le poids d'un système séculaire, où chaque pierre, chaque arbre, chaque parcelle de terre semblait imprégnée de la hiérarchie sociale immuable du Sud. Thomas Yancey avait hérité de cette plantation à la mort de son père en 1834. Veuf depuis 1842, il élevait seul sa fille Catherine. Sa réputation dans le comté était celle d'un homme de principe, méthodique dans la gestion de ses affaires, mesuré dans ses relations avec ses pairs. Il possédait 43 esclaves, un nombre respectable mais non exceptionnel pour une propriété de cette taille. Contrairement à certains planteurs de la région, il n'était pas réputé pour sa cruauté, mais plutôt pour sa froideur administrative. Ses esclaves étaient traités comme des investissements à préserver, ni plus ni moins. La société du comté de Nottoway fonctionnait selon des codes rigides. Les familles de planteurs formaient une aristocratie fermée, unie par des mariages soigneusement arrangés et des intérêts économiques communs. Les bals, les dîners, les réunions à l'église presbytérienne constituaient les occasions où se négociaient les alliances, où s'échangeaient les nouvelles, où se consolidait le pouvoir. Dans ce monde, l'apparence comptait autant que la fortune. Une jeune femme de bonne famille devait incarner les vertus sudistes, beauté, grâce, docilité, pureté. Elle était destinée à faire un bon mariage, à produire des héritiers, à perpétuer les lignées. Catherine Yancey était née le 3 mars 1838. Sa naissance avait été difficile, marquée par des heures de travail épuisants pour sa mère, qui ne se remettrait jamais complètement de cet accouchement. Lorsque la sage-femme avait enfin déposé le nouveau-né dans les bras de Thomas Yancey, ce dernier avait observé avec une inquiétude grandissante la large tache violacée qui couvrait le côté droit du visage de sa fille. L'angiome s'étendait du front jusqu'à la mâchoire, épousant les contours de l'œil et de la joue, dans une géographie pourpre et irrégulière. Les médecins consultés avaient confirmé que cette marque de naissance ne présentait aucun danger pour la santé de l'enfant.
Elle ne causait ni douleur, ni gêne fonctionnelle. Mais dans une société obsédée par les apparences, cette différence physique condamnait Catherine à un destin qu'aucun remède ne pourrait modifier. Au fil des années, la tache s'était légèrement assombrie, prenant parfois des teintes presque noires selon l'éclairage ou l'émotion. La mère de Catherine, Martha Yancey née Pemberton, mourut en 1842 d'une fièvre qui l'emporta en quelques jours. Catherine avait 4 ans. Les années suivantes, elle grandit dans une solitude relative, éduquée par des préceptrices qui se succédaient avec une régularité troublante. Certaines partaient de leur propre initiative, mal à l'aise face à cet enfant marqué. D'autres étaient remerciées par Thomas Yancey lorsqu'il détectait dans leur regard cette pitié condescendante qu'il ne supportait pas. Catherine apprit à lire, à écrire, à jouer du piano, à broder, à connaître les plantes médicinales et les rudiments de la gestion d'une maison. Elle parlait peu mais observait beaucoup. Son intelligence était vive, son tempérament plutôt mélancolique. Elle passait de longues heures dans la bibliothèque de son père, dévorant les ouvrages d'histoire, de philosophie, parfois de médecine. Elle accompagnait Thomas lors de ses inspections des champs, écoutant ses instructions au contremaître, observant le fonctionnement de cette machine sociale complexe qu'était la plantation. Les esclaves de la propriété Yancey formaient une communauté hiérarchisée. Il y avait ceux qui travaillaient aux champs, soumis aux rythmes épuisants des saisons. Il y avait les domestiques de la maison principale, considérés comme privilégiés malgré la surveillance constante dont ils faisaient l'objet. Il y avait les artisans, le forgeron, le charpentier, la couturière, et il y avait Samuel. Samuel était arrivé sur la plantation en 1848, acheté lors d'une vente aux enchères à Richmond. Il avait alors environ 20 ans, bien que l'âge exact des esclaves fût rarement connu avec précision. Grand, musclé, doté d'une force physique remarquable, il avait d'abord été assigné aux travaux les plus pénibles. Défricher de nouvelles terres, transporter les lourdes balles de tabac, réparer les clôtures. Mais Thomas Yancey avait rapidement remarqué quelque chose de particulier chez cet homme. Samuel savait lire. C'était un secret qu'il gardait soigneusement, mais que Thomas avait découvert en le trouvant un soir dans la grange, déchiffrant à la lueur d'une lanterne un vieux journal abandonné. Plutôt que de le punir, Thomas avait décidé d'exploiter cette capacité rare. Il avait commencé à utiliser Samuel comme une sorte d'assistant informel, lui confiant des tâches qui nécessitaient de comprendre des instructions écrites, de tenir des comptes simples, de transmettre des messages complexes. Cette relation de travail inhabituelle n'avait pas échappé à l'attention de Catherine. Adolescente, elle avait souvent croisé Samuel lors de ses promenades sur la propriété. Contrairement à la plupart des Blancs qui détournaient les yeux des esclaves ou ne les voyaient que comme des outils, Catherine avait pris l'habitude d'observer Samuel avec une curiosité qu'elle-même ne comprenait pas entièrement. Elle avait remarqué son intelligence, sa dignité silencieuse, la manière dont il semblait porter un monde intérieur que personne ne pouvait lui enlever. Samuel, de son côté, avait observé Catherine avec un mélange de compassion et de compréhension. Il voyait en elle une autre forme d'exclusion, différente de la sienne mais tout aussi douloureuse. Dans cette société qui les rejetait tous deux, ils partageaient une humanité diminuée aux yeux des autres. Le premier drame public survint en mai 1853. Catherine venait d'avoir 15 ans. Thomas Yancey, conscient qu'il était temps de commencer à chercher un mari pour sa fille, organisa un bal dans la demeure familiale. C'était une tentative calculée pour introduire Catherine dans la société locale, pour tester les réactions, pour voir si malgré sa différence physique, sa dot conséquente et son éducation soignée pourraient compenser ce que la nature lui avait refusé. Les invitations furent envoyées aux familles les plus respectables du comté et des comtés voisins. Les préparatifs durèrent des semaines. La maison fut nettoyée de fond en comble. Les argenteries furent polies jusqu'à briller comme des miroirs. Les esclaves domestiques furent formés au service formel. Un orchestre fut engagé depuis Pétersbourg. Le menu fut élaboré avec soin. Huîtres de la baie de Chesapeake,
Jambon fumé, volaille rôtie, légumes de la propriété, pâtisserie française commandée spécialement. Le soir venu, les calèches commencèrent à arriver. Les familles descendaient dans leurs plus beaux atours. Les hommes portaient leurs redingotes noires, les femmes leurs robes à crinoline aux couleurs pastel. L'atmosphère était celle d'une représentation sociale minutieusement orchestrée. Les lanternes illuminaient le portique. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes. Tout semblait parfait. Catherine descendit l'escalier principal à 9 heures précises. Sa robe, confectionnée par la meilleure couturière de Richmond, était d'un bleu nuit somptueux. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élaboré. Mais aucun artifice ne pouvait dissimuler la large tache violacée qui couvrait la moitié de son visage. Lorsqu'elle entra dans le grand salon, un silence gêné s'installa. Les conversations s'interrompirent. Les regards se détournèrent ou, pire, se fixèrent avec une insistance cruelle. Ce qui suivit fut une série d'humiliations subtiles mais dévastatrices. Les jeunes hommes éligibles se montrèrent polis, mais distants. Lorsque Thomas Yancey tentait de présenter sa fille, les mères tiraient discrètement leur fils à l'écart. Les jeunes femmes formaient des cercles d'où Catherine était systématiquement exclue. Personne ne l'invita à danser. Elle resta assise pendant des heures, observant les autres valser, rire, flirter, vivre cette vie sociale dont elle était bannie. Vers minuit, Thomas Yancey surprit une conversation entre deux matrones de la bonne société. Madame Helena Fairfax, dont la famille possédait une des plus grandes plantations du comté, disait à voix basse mais distinctement « Le pauvre homme, une telle fortune gâchée par une fille que personne ne voudra jamais épouser. C'est la malédiction du sang sans doute, la mère était déjà fragile. Dieu nous préserve de telles afflictions. » Thomas avait quitté la pièce avant d'entendre la suite. Il avait trouvé Catherine sur la terrasse, seule, regardant la nuit. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais ses mains serrées sur la balustrade révélaient la violence de ce qu'elle retenait. Ils n'échangèrent aucune parole. Le bal continua jusqu'à l'aube, mais père et fille s'étaient retirés depuis longtemps. Les semaines suivantes, Thomas Yancey tenta d'autres approches. Il contacta des familles de comté plus éloignées. Il augmenta discrètement le montant de la dot qu'il était prêt à offrir. Il fit publier des annonces voilées dans les journaux de Richmond et de Charleston. Mais chaque démarche aboutissait au même résultat. Un refus poli ou, pire, un silence méprisant. En septembre 1854, un prétendant se présenta enfin. Robert Hutchinson, fils cadet d'une famille de planteurs ruinés de Caroline du Sud, avait entendu parler de la généreuse dot associée à Catherine Yancey. Il arriva à la plantation avec des manières polies et des intentions transparentes. Lors du dîner de présentation, il se montra courtois envers Catherine, mais Thomas Yancey n'était pas dupe. Il voyait dans les yeux de cet homme la même répulsion à peine dissimulée qu'il avait observée chez tant d'autres, tempérée uniquement par la cupidité. La visite dura 3 jours. Le 3e soir, Thomas surprit Hutchinson dans la bibliothèque, calculant sur un papier les sommes qu'il pourrait obtenir. Le lendemain matin, il fut fermement invité à quitter la propriété. Catherine assista au départ depuis sa fenêtre, sans surprise ni émotion visible. Elle avait 17 ans et commençait à comprendre que sa vie ne suivrait aucun des chemins tracés pour les jeunes femmes de sa condition. Au cours des mois suivants, quelque chose changea dans la dynamique entre Thomas Yancey et sa fille. Ils parlaient davantage. Thomas, peut-être rongé par la culpabilité de ne pouvoir assurer un avenir conventionnel à Catherine, commença à la traiter moins comme une fille à marier et plus comme une héritière à former. Il l'inclut dans les discussions sur la gestion de la plantation. Il lui expliqua les comptes, les investissements, les stratégies commerciales. Catherine révéla une aptitude remarquable pour ces questions. Elle posait des questions pertinentes, formulait des suggestions judicieuses, démontrait une compréhension intuitive des rouages économiques. C'est durant cette période que Catherine commença à interagir directement avec Samuel. Thomas avait pris l'habitude d'envoyer Samuel à la maison principale avec des rapports sur l'état des récoltes,
les besoins en réparation, les questions logistiques. Catherine était souvent présente lors de ces échanges. Au début, les interactions restaient purement fonctionnelles, mais progressivement, quelque chose d'imperceptible se développa entre eux. Catherine remarqua que Samuel répondait à ses questions avec une intelligence qui dépassait largement ce qu'on attendait d'un esclave. Il connaissait non seulement le travail des champs, mais comprenait les cycles économiques, les fluctuations des prix, les stratégies agricoles. Lorsqu'elle lui demandait son avis sur certaines décisions, il formulait des réponses réfléchies, nuancées. Il la traitait avec un respect qui n'avait rien de servile, comme si sa différence physique n'existait pas, comme si elle était simplement une personne face à une autre personne. Samuel, pour sa part, découvrait en Catherine une alliée inattendue. Elle ne le regardait pas avec le mépris habituel des Blancs envers les esclaves. Elle écoutait vraiment ce qu'il disait. Parfois, elle défendait ses suggestions auprès de son père. Elle lui prêtait des livres, discrètement, sachant que cette transgression des codes pouvait avoir des conséquences graves pour eux deux. Ils développèrent un langage codé, des regards qui communiquaient plus que les mots ne le pouvaient. L'hiver de 1855 à 1856 fut particulièrement rigoureux. Les températures descendirent à des niveaux exceptionnels pour la Virginie. Plusieurs esclaves tombèrent malades. Les travaux de la plantation ralentirent. C'est durant cette période que Thomas Yancey prit conscience de sa propre mortalité. À 53 ans, une toux persistante s'était installée dans sa poitrine. Il maigrissait. Ses forces déclinaient. Le médecin du comté, Dr Edmund Porter, diagnostiqua une consomption des poumons. Le pronostic était sombre. Thomas avait peut-être 1 an, peut-être 2, avant que la maladie ne l'emporte. Cette révélation déclencha chez lui une urgence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Qu'adviendrait-il de Catherine après sa mort? Selon les lois de Virginie, une femme célibataire pouvait hériter de biens, mais la gestion d'une plantation nécessitait une autorité masculine reconnue. Sans mari, Catherine serait vulnérable aux manœuvres des voisins avides, des créanciers potentiels, des administrateurs malhonnêtes. C'est alors que Thomas Yancey prit la décision la plus transgressive de sa vie. Une décision qui violerait toutes les conventions sociales, toutes les lois non écrites de la société sudiste, tous les principes sur lesquels reposait son monde. Mais c'était, selon lui, la seule solution pour protéger sa fille. En mars 1856, exactement le jour du 18e anniversaire de Catherine, Thomas convoqua Samuel dans son bureau. La conversation qui s'ensuivit demeura secrète, mais ses conséquences bouleverseraient tout. Thomas proposa à Samuel un marché. Il serait affranchi, recevrait des papiers d'homme libre, et en échange, il épouserait Catherine. Les implications de cette proposition étaient vertigineuses. Dans la Virginie de 1856, les mariages interraciaux étaient strictement interdits par la loi. Le Racial Integrity Act n'existait pas encore, mais des statuts plus anciens prohibaient déjà ces unions. Tout blanc qui épousait une personne de couleur risquait l'emprisonnement. Tout pasteur qui célébrait un tel mariage s'exposait à de lourdes amendes. Les enfants issus de telles unions étaient considérés comme illégitimes, privés de tout droit d'héritage. Mais Thomas avait élaboré un plan. Samuel serait officiellement affranchi et documenté comme tel. Le mariage serait célébré dans une autre juridiction, peut-être dans l'Ohio ou la Pennsylvanie, État où de telles unions, bien que rares et mal vues, n'étaient pas illégales. Les documents seraient ensuite présentés en Virginie comme faits accomplis. Certes, le scandale serait immense, la famille Yancey serait ostracisée, mais Catherine serait mariée, protégée par le statut d'épouse, et Samuel, en tant que mari légal, pourrait gérer la plantation en son nom. Samuel écouta cette proposition dans un silence stupéfié. Il comprenait la folie de ce plan, les dangers qu'il représentait, mais aussi la logique désespérée qui le sous-tendait. Il demanda à réfléchir. Thomas lui accorda 2 jours. Durant ces 2 jours, Samuel se débattit avec la décision la plus importante de sa vie. L'affranchissement était le rêve de tout esclave.
Mais épouser Catherine Yancey signifierait vivre pour toujours entre deux mondes, rejeté par les Blancs comme traître à sa race, suspecté par les Noirs comme instrument des maîtres. Cela signifierait aussi mettre sa vie en danger permanent. Les groupes de vigilance, les patrouilles, les voisins jaloux, tous constitueraient des menaces constantes. Mais il y avait autre chose. Au fil des mois passés à travailler auprès de Catherine, quelque chose s'était développé chez Samuel. Un respect profond, une affection sincère. Il voyait en elle une âme sœur d'une certaine manière, une autre personne rejetée par une société cruelle. Il avait observé son courage silencieux, son intelligence vive, sa bonté discrète envers les esclaves de la plantation. L'idée de la protéger, de construire quelque chose ensemble, aussi improbable que cela puisse paraître, avait une certaine beauté tragique. Le troisième jour, Samuel donna sa réponse à Thomas Yancey. Il acceptait, mais il posa une condition. Il voulait parler directement à Catherine, s'assurer qu'elle consentait vraiment à ce mariage, qu'elle ne se sentait pas simplement obligée par la volonté de son père. Cette conversation entre Catherine et Samuel eut lieu dans la bibliothèque, un soir de mars où une pluie fine tambourinait contre les fenêtres. Ce qui fut dit exactement demeura à jamais leur secret. Mais lorsqu'ils ressortirent de cette pièce, quelque chose d'imperceptible avait changé dans leur manière de se regarder. Les préparatifs commencèrent dans le plus grand secret. Thomas Yancey établit les documents d'affranchissement de Samuel, datés du 1er avril 1856. Ces papiers, rédigés dans la forme légale appropriée, stipulaient que Samuel, environ 28 ans, esclave de Thomas Yancey, était libéré de toute servitude en reconnaissance de ses services loyaux et de son caractère méritoire. Les documents furent enregistrés auprès du tribunal du comté de Nottoway, suscitant quelques regards surpris, mais aucune opposition formelle. L'affranchissement d'esclaves méritants n'était pas courant, mais pas non plus illégal en Virginie à cette époque. Le voyage vers le nord fut organisé avec une discrétion militaire. Thomas, Catherine et Samuel quittèrent la plantation en avril, prétextant une visite à des parents éloignés dans le Maryland. Ils voyagèrent d'abord en train jusqu'à Baltimore, puis continuèrent vers Philadelphie. Le voyage dura 5 jours. Catherine porta un voile épais qui dissimulait son visage, officiellement pour se protéger de la poussière du voyage. Samuel voyageait avec ses papiers d'affranchissement toujours à portée de main, craignant à chaque instant d'être arrêté par des chasseurs d'esclaves qui remettraient en question son statut. À Philadelphie, Thomas avait pris contact avec un pasteur de l'église méthodiste africaine, révérend Joshua Williams, connu pour ses sympathies abolitionnistes. Le révérend Williams accepta, après une longue discussion avec Thomas et séparément avec Catherine et Samuel, de célébrer le mariage. La cérémonie eut lieu le 23 avril 1856, dans une petite église de bois du quartier noir de Philadelphie. Il n'y eut aucun invité, aucune musique, aucune célébration, juste 4 personnes dans une pièce austère. Le pasteur, Thomas, Catherine et Samuel. Catherine portait une robe simple grise sans ornement. Samuel portait les vêtements que Thomas lui avait achetés, ses premiers vêtements d'homme libre. Lorsque le révérend Williams prononça les mots qui les unissaient, Catherine et Samuel se regardèrent avec une expression complexe, mélange d'appréhension, de détermination et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Le certificat de mariage fut dûment signé et enregistré. C'était un document légal, reconnu par les autorités de Pennsylvanie. Mais tous présents savaient qu'en Virginie, ce papier pourrait valoir une condamnation à mort. Le voyage de retour fut encore plus tendu que l'aller. Désormais, Catherine et Samuel étaient mariés, mais ils devaient affronter la réalité de ce que cela signifierait dans le Sud. Ils arrivèrent à la plantation Yancey le 1er mai. Aucune annonce publique ne fut faite immédiatement. Thomas et Catherine racontèrent aux voisins curieux que le voyage avait été épuisant, que Catherine avait besoin de repos. Samuel retourna discrètement à ses tâches, mais il ne dormait plus dans les quartiers des esclaves. Il avait été installé dans une petite dépendance près de la maison principale, arrangement inhabituel, mais pas totalement inédit pour un affranchi travaillant pour son ancien maître.
Les semaines suivantes furent une période d'adaptation étrange. Catherine et Samuel devaient apprendre à vivre dans cette situation impossible. Mariés selon la loi de Pennsylvanie, mais contraints de dissimuler leur union en Virginie. La nuit, Samuel se rendait discrètement à la chambre de Catherine dans la maison principale. Le jour, il maintenait une distance respectueuse en public. Cette double vie était épuisante, psychologiquement et émotionnellement. En juin 1856, Thomas Yancey réunit les principaux planteurs du comté pour une annonce. Il révéla qu'il avait affranchi Samuel et que ce dernier avait épousé sa fille lors d'un voyage en Pennsylvanie. Il présenta les documents légaux, préparé à affronter la tempête qu'il savait inévitable. La réaction fut immédiate et violente. Les familles présentes se levèrent et quittèrent la pièce, certaines crachant littéralement de dégoût. Dans les jours suivants, la nouvelle se répandit dans tout le comté. La famille Yancey fut immédiatement ostracisée. Les invitations aux événements sociaux cessèrent. Les partenaires commerciaux commencèrent à se retirer. À l'église, les Yancey se retrouvèrent assis seuls, les autres familles se regroupant ostensiblement à l'opposé. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Quelle décision auriez-vous prise à la place de Thomas Yancey? Les menaces commencèrent rapidement. Des lettres anonymes arrivaient à la plantation, certaines contenant des insultes explicites, d'autres des menaces voilées. Un matin, Catherine trouva une poupée de chiffon pendue à l'entrée de la propriété. Une nuit, quelqu'un tira un coup de feu en direction de la maison principale, la balle se logeant dans un volet de bois. Thomas Yancey engagea des gardiens supplémentaires pour surveiller la propriété. Il acheta des armes. Il commença à dormir avec un pistolet chargé sur sa table de nuit. La tension était palpable, constante. Chaque bruit nocturne devenait suspect. Chaque visiteur représentait un danger potentiel. Mais paradoxalement, cette adversité souda Catherine et Samuel. Ce qui avait commencé comme un arrangement pragmatique se transformait en quelque chose de plus profond. Ils parlaient pendant des heures, découvrant leur vision du monde, leurs espoirs, leurs peurs. Catherine apprenait de Samuel l'expérience de l'esclavage, les stratégies de survie, les réseaux souterrains de communication entre esclaves. Samuel découvrait à travers Catherine une perspective différente sur cette société qu'il haïssait, mais dont il comprenait maintenant mieux les rouages. C'est Samuel qui, en juillet 1856, proposa l'idée qui allait déterminer leur destin. Une nuit, alors qu'il discutait dans la chambre de Catherine, il dit « Si nous sommes déjà condamnés aux yeux de cette société, si nous avons déjà tout perdu, pourquoi ne pas faire quelque chose qui ait vraiment du sens ?» L'idée était à la fois simple et terriblement dangereuse. Utiliser la plantation Yancey comme point de passage pour un réseau clandestin de libération d'esclaves. Non pas le chemin de fer clandestin traditionnel qui acheminait des esclaves fugitifs vers le nord, mais quelque chose de différent, une opération de fausse vente qui transformerait légalement des esclaves en hommes libres. Le plan fonctionnait ainsi. Thomas Yancey vendrait officiellement certains de ses esclaves à des acheteurs fictifs basés dans les États du Nord. Ces acheteurs étaient en réalité des agents du mouvement abolitionniste. Les esclaves seraient transportés vers le nord avec des papiers de vente légaux. Une fois arrivés en territoire libre, ces documents seraient détruits et remplacés par des papiers d'affranchissement. Les esclaves seraient officiellement libres et personne en Virginie ne pourrait les réclamer puisque selon les registres, ils avaient été légalement vendus. Le financement de cette opération viendrait de la vente réelle d'une partie des terres de la plantation. Thomas accepterait une perte financière considérable, mais cela permettrait de libérer ceux qui l'avaient maintenu en servitude pendant des années. Catherine écouta cette proposition avec une intensité fiévreuse. Elle comprit immédiatement les implications. Si découvert, il serait accusé de vol d'esclaves, un crime passible de mort en Virginie. Mais elle comprit aussi que c'était l'opportunité
de transformer leur scandale personnel en quelque chose de significatif, de juste. Thomas Yancey fut plus difficile à convaincre. Pendant des jours, il pesa les risques. Il n'était pas un abolitionniste dans l'âme. Il avait construit sa fortune sur le système esclavagiste. Mais la maladie qui le rongeait lui faisait mesurer différemment les priorités. Il voyait sa fille, maintenant mariée à un ancien esclave, déjà paria dans sa propre société. Il se demandait quel héritage il laisserait. Finalement, peut-être par culpabilité, peut-être par désir de rédemption, peut-être simplement par amour pour sa fille, il accepta. Les préparatifs commencèrent en août 1856. Les contacts avec le réseau abolitionniste du Nord furent établis avec une prudence extrême. Des lettres codées furent échangées. Des intermédiaires fiables furent identifiés. Samuel, utilisant ses connexions parmi les esclaves de la région, commença à identifier ceux qui voudraient et pourraient être libérés sans éveiller trop de soupçons. Le premier transfert eut lieu en septembre. 3 esclaves de la plantation Yancey, un couple avec leur fils adolescent, furent officiellement vendus à un certain Monsieur Jacob Henderson de Cincinnati, Ohio. Les papiers furent dûment enregistrés au tribunal du comté. Le prix de vente était légèrement en dessous du marché, mais pas suffisamment pour éveiller des soupçons. L'argent fut transféré via une banque de Richmond. Les 3 esclaves quittèrent la plantation dans une charrette, accompagnés d'un agent qui se faisait passer pour un commerçant d'esclaves. Ils voyagèrent vers le nord, via un itinéraire soigneusement planifié. 3 semaines plus tard, un message codé confirma qu'ils étaient arrivés sains et saufs à Cincinnati et qu'ils avaient reçu leur papier d'affranchissement. Le succès de cette première opération donna du courage pour continuer. Entre septembre 1856 et juin 1858, 28 esclaves de la plantation Yancey furent ainsi vendus et libérés. Chaque opération était espacée de plusieurs semaines pour éviter d'attirer l'attention. Différents acheteurs fictifs étaient utilisés. Les destinations variaient, Cincinnati, Philadelphie, Boston, même le Canada dans certains cas. Mais maintenir un tel secret était de plus en plus difficile. Les autres esclaves de la plantation commençaient à remarquer le schéma. Certains suppliaient d'être inclus dans les prochains transferts. D'autres, par peur ou loyauté mal placée, risquaient de parler. Les voisins remarquaient la diminution progressive du nombre d'esclaves sur la propriété Yancey. Des questions étaient posées. Thomas expliquait qu'il réduisait ses opérations à cause de sa santé déclinante, ce qui était partiellement vrai. La santé de Thomas se détériorait effectivement. En février 1858, il était devenu évident qu'il ne lui restait que quelques mois. Il toussait du sang. Il avait perdu tant de poids que ses vêtements flottaient sur son corps décharné. Mais il tenait à rester conscient et actif aussi longtemps que possible, déterminé à mener à terme autant de libérations que possible avant sa mort. C'est durant cette période que Catherine et Samuel développèrent une véritable intimité. Le mariage de convenance était devenu quelque chose de réel. Catherine tomba enceinte en mars 1858. La nouvelle fut accueillie avec des émotions mélangées. Joie face à la promesse d'une vie nouvelle. Terreur face à ce que cela signifierait pour cet enfant né d'une union condamnée par la société. Thomas Yancey mourut le 12 mai 1858, entouré de Catherine et Samuel. Ses derniers mots furent pour sa fille. « Tu as été plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Vis ta vie avec la tête haute. » Il fut enterré dans le cimetière familial sur la propriété, une cérémonie à laquelle assistèrent uniquement Catherine, Samuel et quelques esclaves restants. Après la mort de Thomas, Catherine hérita officiellement de la plantation. Selon les lois de Virginie, en tant que femme mariée, ses biens étaient légalement sous le contrôle de son mari. Cela signifiait que Samuel, un noir affranchi, contrôlait désormais une propriété substantielle dans le comté de Nottoway. Cette situation était explosive. Les créanciers et voisins qui avaient attendu la mort de Thomas pour agir commencèrent à se manifester. Des contestations légales furent déposées, arguant que le mariage de Catherine et Samuel était invalide selon les lois de Virginie,
et que par conséquent, la propriété devrait être placée sous tutelle ou revendue aux créanciers. Les avocats de la famille se multiplièrent. Les audiences au tribunal devinrent fréquentes. Catherine et Samuel se défendirent avec acharnement. Ils produisirent tous les documents légaux, le certificat de mariage de Pennsylvanie, les papiers d'affranchissement de Samuel, le testament de Thomas Yancey qui confirmait ses intentions. Le juge du comté, magistrat Howard Pemberton, se retrouva dans une position difficile. Techniquement, les documents étaient en ordre. Le mariage avait été célébré dans une juridiction où il était légal. L'affranchissement de Samuel était incontestable. Mais accepter la validité de cette situation signifierait créer un précédent dangereux. Pendant que les batailles légales se déroulaient, Catherine et Samuel continuèrent leur opération clandestine. Ils savaient que le temps leur était compté. Les 15 esclaves restant sur la propriété furent progressivement vendus entre juin et août 1858. Chaque transaction était risquée, mais la détermination de Catherine et Samuel était inébranlable. C'est en août 1858 que l'opération fut découverte. Un des acheteurs fictifs, un homme nommé William Preston, basé à Baltimore, fut arrêté pour une affaire sans rapport. Lors de la fouille de ses bureaux, les autorités découvrirent des documents compromettants, lettres codées, fausses factures de vente, contacts avec des réseaux abolitionnistes. Sous interrogatoire, Preston finit par révéler l'existence du réseau organisé depuis la plantation Yancey. La nouvelle parvint aux autorités de Virginie le 15 août. Le shérif du comté de Nottoway, accompagné d'une douzaine d'hommes armés, se présenta à la plantation Yancey le 17 août au matin. Catherine et Samuel furent arrêtés sans ménagement. La maison fut fouillée de fond en comble. Des documents furent saisis, correspondances, registres de vente, comptes bancaires. Les accusations portées contre eux étaient multiples et graves: vol d'esclaves, falsification de documents, conspiration avec des abolitionnistes, fraude commerciale. Chacune de ces accusations portait des peines sévères. Le vol d'esclaves, en particulier, était passible de la peine de mort en Virginie. Catherine et Samuel furent séparés et emprisonnés dans des cellules différentes de la prison du comté à Blackstone. Les conditions étaient brutales. Les cellules étaient petites, humides, infestées de rats. La nourriture était à peine comestible. Mais le pire était l'isolement, l'impossibilité de communiquer, l'incertitude quant au sort de l'autre. Catherine apprit par un gardien qu'elle avait fait une fausse couche dans les jours suivant son arrestation. La nouvelle la plongea dans un désespoir profond. Samuel, de son côté, était régulièrement battu par les gardiens qui voyaient en lui un exemple à faire de ce qui arrive aux nègres qui osent s'élever au-dessus de leurs conditions. Le procès commença le 1er octobre 1858. Il attira une foule considérable. Des gens vinrent de tout le comté et même des comtés voisins pour assister à ce qui était perçu comme un événement spectaculaire: le jugement d'une blanche de bonne famille et de son mari noir pour avoir trahi leur race et leur classe. Le procureur, maître Edward Claiborne, était un orateur flamboyant connu pour ses positions pro-esclavagistes virulentes. Il présenta l'affaire comme une attaque contre les fondements mêmes de la société sudiste. Il argumenta que Catherine et Samuel avaient conspiré pour détruire le système économique sur lequel reposait la prospérité de la Virginie. Il décrivit leur mariage comme une abomination contre nature, leur plan de libération comme du terrorisme économique. La défense, assurée par maître Jonathan Mitchell, un avocat vieillissant de Richmond qui avait des sympathies discrètes pour l'abolitionnisme, tenta d'argumenter que les ventes d'esclaves avaient été légales selon les lois du commerce, que rien ne prouvait que les acheteurs avaient ensuite libéré les esclaves et que par conséquent, aucun crime n'avait été commis. Il souligna que Thomas Yancey, sur son lit de mort, avait approuvé toutes les transactions. Mais l'ambiance dans la salle était hostile. Le jury, composé exclusivement de propriétaires d'esclaves blancs, affichait ouvertement son mépris.
Le juge Pemberton, bien que tentant de maintenir une apparence d'impartialité, permettait au procureur des libertés qu'il refusait à la défense. Les témoins défilèrent. Des voisins vinrent témoigner du scandale qu'avait représenté le mariage. Des marchands d'esclaves confirmèrent que les prix de vente étaient inhabituellement bas. L'agent William Preston, ramené de Baltimore, témoigna sur l'ensemble du réseau, espérant obtenir une réduction de peine en coopérant. Catherine fut appelée à la barre. Elle s'avança avec une dignité qui impressionna même ses détracteurs. Lorsque le procureur l'interrogea sur ses motivations, elle répondit avec une franchise désarmante. « J'ai fait ce qui me semblait juste. Ces personnes étaient des êtres humains, pas des marchandises. Ils méritaient leur liberté. Si c'est un crime selon vos lois, alors vos lois sont immorales. » Cette déclaration provoqua un tumulte dans la salle. Le juge dut frapper son marteau à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre. Le procureur hurla que Catherine venait de confesser son crime. La défense tenta de minimiser les dégâts, mais le mal était fait. Samuel témoigna ensuite. Il refusa de rejeter la responsabilité sur Catherine ou sur Thomas Yancey. Il affirma avoir été un participant volontaire et conscient dans toute l'opération. Il dit « Je suis né esclave. J'ai vécu 28 ans dans les chaînes. Quand j'ai eu l'opportunité d'aider d'autres à connaître la liberté, je l'ai saisie. Je ne regrette rien. » Le procès dura 12 jours. Le 11 octobre, le jury se retira pour délibérer. Il revint après seulement 3 heures avec un verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge Pemberton prononça la sentence le lendemain. Catherine Yancey et Samuel Yancey seraient pendus pour vol d'esclaves. L'exécution était fixée au 1er novembre 1858. Les semaines entre la condamnation et la date prévue de l'exécution furent une période d'angoisse intense. Catherine et Samuel furent maintenus dans leurs cellules séparées. Ils ne furent autorisés à se voir qu'une seule fois, dans une salle gardée, où ils purent échanger quelques mots à travers une grille de fer. Catherine demanda « As-tu peur ?» Samuel répondit « Chaque jour depuis ma naissance, mais aujourd'hui moins qu'avant. Au moins, nous aurons vécu et fait quelque chose de significatif. » Catherine hocha la tête. Ses larmes coulaient silencieusement. « Je voudrais que nous ayons eu plus de temps. Nous avons eu exactement le temps qui nous était donné. C'est plus que beaucoup n'ont jamais eu. » Pendant ce temps, des mouvements se formaient à l'extérieur. Dans les États du Nord, les journaux abolitionnistes s'étaient emparés de l'histoire. Catherine et Samuel étaient devenus des symboles. Des pétitions circulaient, demandant la clémence du gouverneur de Virginie. Des manifestations avaient lieu à Boston, à Philadelphie, à New York. Mais en Virginie même, l'opinion publique restait largement favorable à l'exécution. Le gouverneur Henry Wise, confronté à des pressions contradictoires, maintint la sentence. Il déclara publiquement que la loi devait être appliquée sans exception, que céder aux pressions abolitionnistes serait perçu comme une faiblesse et que l'ordre social devait être préservé à tout prix. Les 28 esclaves qui avaient été libérés grâce aux efforts de Catherine et Samuel apprirent la nouvelle de la condamnation. Certains se sentaient coupables, leur liberté ayant été payée par la vie de ceux qui les avaient aidés. D'autres étaient remplis de rage contre un système qui pouvait condamner à mort des gens pour l'acte de donner la liberté. Plusieurs d'entre eux écrivirent des lettres aux journaux du Nord, racontant comment ils avaient été libérés, témoignant du courage et de l'humanité de Catherine et Samuel. La nuit du 30 octobre, quelque chose d'étrange se produisit dans la prison de Blackstone. Les détails précis restent flous, contradictoires selon les sources. Mais voici ce qui est documenté avec certitude. Le gardien de nuit, un homme nommé Jacob Matthews, fit sa dernière ronde à 22 heures. Il vérifia les cellules de Catherine et Samuel. Tous deux étaient à présent, apparemment endormis. Matthews retourna à son poste à l'entrée de la prison. Le lendemain matin, le 1er novembre, lorsque les gardiens vinrent chercher les condamnés pour les mener à la potence, ils les trouvèrent morts dans leurs cellules. Catherine gisait sur sa couchette, les yeux fermés, les mains croisées sur sa poitrine.
Samuel était effondré contre le mur de sa cellule, dans une position qui suggérait qu'il avait glissé lentement vers le sol. L'alerte fut immédiatement donnée. Le médecin de la prison, Dr Charles Anderson, fut appelé d'urgence. Après un examen sommaire, il conclut à un double suicide par empoisonnement. Mais cette conclusion souleva immédiatement des questions. Comment des prisonniers enfermés dans des cellules séparées, sous surveillance constante, auraient-ils pu obtenir du poison? Pourquoi le gardien de nuit n'avait-il rien remarqué lors de sa dernière ronde? Et surtout, pourquoi les deux corps présentaient-ils des signes étrangement similaires de mort par empoisonnement alors qu'ils étaient dans des cellules différentes, sans possibilité de coordination? Le shérif du comté ordonna une enquête. Le gardien Jacob Matthews fut interrogé longuement. Il maintint qu'il n'avait rien vu d'inhabituel, qu'il n'avait parlé à aucun des prisonniers durant la nuit, qu'il ne savait pas comment ils avaient pu obtenir du poison. Son témoignage était cohérent, mais quelque chose dans sa manière de parler, une nervosité peut-être, suggérait qu'il cachait quelque chose. Les cellules furent fouillées minutieusement. Aucun flacon de poison ne fut trouvé. Aucun récipient suspect. Aucune trace de substance toxique, hormis celle présente dans les corps des victimes. C'était comme si le poison s'était matérialisé dans leurs organismes sans source identifiable. Le docteur Anderson fut pressé d'effectuer un examen plus approfondi. Il découvrit alors quelque chose de troublant. Les symptômes de la mort ne correspondaient pas exactement à un empoisonnement classique. Certes, certains signes évoquaient l'arsenic, substance relativement accessible à l'époque. Mais d'autres éléments ne cadraient pas. Les corps présentaient des ecchymoses inhabituelles, des marques qui pourraient suggérer une lutte ou une violence externe. Un second médecin, appelé depuis Richmond pour une contre-expertise, émit une opinion différente. Selon lui, les décès pourraient avoir résulté d'une suffocation, peut-être par étouffement, avec un tissu imprégné de chloroforme, substance qui était déjà utilisée à l'époque dans certains contextes médicaux. Cette hypothèse signifierait que Catherine et Samuel avaient été assassinés. Mais l'enquête ne progressa pas. Les autorités locales semblaient peu motivées à approfondir. Le shérif déclara rapidement que la thèse du suicide restait la plus probable, que les prisonniers avaient dû obtenir du poison par des moyens inconnus, et que l'affaire était close. Les corps furent enterrés rapidement, sans cérémonie, dans une section isolée du cimetière du comté réservé aux criminels. Les vraies circonstances de la mort de Catherine et Samuel Yancey ne furent jamais établies avec certitude. Plusieurs théories circulèrent dans les années suivantes. Certains affirmèrent que Jacob Matthews, le gardien, avait été soudoyé par des sympathisants abolitionnistes pour fournir du poison aux prisonniers, leur permettant ainsi d'échapper à l'humiliation publique de la pendaison. Matthews aurait ensuite gardé le secret toute sa vie par peur de représailles. D'autres soutenaient une version plus sombre, que des citoyens du comté, frustrés que l'exécution publique soit différée et craignant une éventuelle intervention du gouvernement fédéral ou une évasion organisée, avaient payé Matthews pour assassiner les prisonniers discrètement. Faire passer les morts pour des suicides évitait le scandale d'un meurtre dans la prison et garantissait que Catherine et Samuel ne deviendraient pas des martyrs publics. Une troisième théorie, moins documentée mais persistante dans les récits oraux des communautés noires de la région, suggérait que Catherine et Samuel avaient effectivement organisé leur propre mort, mais avec l'aide extérieure. Selon cette version, sachant qu'ils ne pourraient échapper à l'exécution, ils auraient préféré choisir leur moment et leur manière de mourir, préservant ainsi une dernière parcelle de dignité et de contrôle sur leur destin. Il existe aussi une quatrième hypothèse, plus troublante encore, qui émergea plusieurs années après les événements. En 1863, pendant la guerre civile, un ancien adjoint du shérif de Nottoway, devenu soldat de l'Union après avoir fui vers le nord, aurait confié à un aumônier militaire que la mort de Catherine et Samuel avait été ordonnée directement par des autorités supérieures au niveau de l'État. Selon ce témoignage jamais confirmé, le gouverneur Wise lui-même aurait craint que l'exécution publique ne devienne un événement exploité par les abolitionnistes, transformant les condamnés en martyrs.
Une mort discrète en prison, attribuée à un suicide, évitait ce risque. L'aumônier nota cette confession dans son journal personnel, mais ne la rendit jamais publique. Quelle que soit la vérité, Catherine et Samuel Yancey moururent dans la nuit du 30 octobre 1858, à quelques heures de leur exécution prévue. Ils avaient respectivement 20 ans et environ 30 ans. La plantation Yancey fut saisie par les créanciers et vendue aux enchères en décembre 1858. Elle fut achetée par un consortium de planteurs locaux qui la divisèrent et redistribuèrent les terres. La maison principale, jugée maudite par certains, resta inhabitée pendant plusieurs années avant d'être finalement détruite par un incendie en 1862, probablement allumé par des soldats de passage durant la guerre civile. Les 15 esclaves qui n'avaient pas été libérés avant l'arrestation de Catherine et Samuel furent vendus séparément. Leurs traces se perdent dans les méandres des registres de vente d'esclaves de l'époque. Certains furent probablement séparés de leurs familles, envoyés dans des plantations plus au sud, en Alabama ou en Géorgie, où les conditions étaient souvent encore plus dures qu'en Virginie. Les 28 esclaves qui avaient été libérés grâce à l'opération de Catherine et Samuel restèrent libres. Les autorités de Virginie, embarrassées par l'attention nationale que l'affaire avait attirée et occupées par les tensions croissantes qui mèneraient à la guerre, ne firent aucune tentative sérieuse pour les retrouver ou contester leur affranchissement. Ces 28 personnes se dispersèrent dans les États du Nord et au Canada. Certains combattirent plus tard dans les régiments noirs de l'armée de l'Union durant la guerre civile. D'autres fondèrent des familles, devinrent artisans, enseignants, commerçants, contribuant aux communautés noires libres du Nord. En 1885, 27 ans après la mort de Catherine et Samuel, un historien amateur nommé Marcus Reed, lui-même un homme noir, né libre à Philadelphie, entreprit de documenter l'histoire du réseau clandestin qui avait opéré depuis la plantation Yancey. Il réussit à retrouver et interviewer 12 des 28 libérés encore vivants. Leurs témoignages furent consignés dans un petit livre autopublié intitulé « Voix de la liberté, le sacrifice de la plantation Yancey ». Ces témoignages révélèrent des détails touchants sur Catherine et Samuel. Une femme nommée Sarah, qui avait été libérée avec sa fille en 1857, raconta comment Catherine lui avait appris à lire durant les semaines précédant son départ, lui donnant ainsi un outil pour sa nouvelle vie. Un homme nommé Joshua décrivit comment Samuel l'avait pris à part avant son voyage vers le nord, lui donnant des conseils pratiques sur comment se comporter dans un monde où il ne serait plus esclave, comment marcher la tête haute, comment répondre aux questions des Blancs curieux, comment protéger sa liberté nouvellement acquise. Un autre témoignage, celui de Rebecca, alors âgée de 16 ans lors de sa libération, était particulièrement émouvant. Elle raconta comment, la nuit avant son départ, Catherine était venue la voir dans sa cabane. Les deux jeunes femmes, l'une blanche marquée par la nature, l'autre noire marquée par la société, avaient parlé pendant des heures. Catherine lui avait dit « Tu vas vivre la vie que je ne pourrai jamais avoir, fais-en quelque chose de beau. » Rebecca devint plus tard institutrice à Boston, enseignant à des enfants noirs libres. Elle nomma sa propre fille Catherine, en honneur de celle qui lui avait donné sa liberté. Le livre de Marcus Reed ne connut qu'une diffusion limitée. La société américaine, même au Nord, n'était pas encore prête à célébrer une histoire d'amour et de sacrifice impliquant une union interraciale. Le livre fut largement ignoré par la presse mainstream. Quelques exemplaires circulèrent dans les communautés abolitionnistes et parmi les intellectuels noirs, mais il tomba rapidement dans l'obscurité. En Virginie, l'histoire de Catherine et Samuel devint une sorte de légende locale ambiguë. Pour certains Blancs, elle servait d'exemple terrifiant de ce qui se passe quand on transgresse les frontières raciales, une histoire d'avertissement racontée avec un mélange d'horreur et de satisfaction. Pour les communautés noires de la région, elle devint une histoire de courage et de résistance, transmise oralement de génération en génération, parfois embellie, parfois simplifiée, mais toujours porteuse d'un message d'espoir et de dignité.
Pensez-vous que tout cela ait vraiment été révélé? Cette histoire troublante de Catherine et Samuel Yancey soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Que s'est-il réellement passé dans cette prison la nuit du 30 octobre 1858? Les 28 personnes libérées ont-elles vraiment pu construire des vies libres? Ou l'histoire officielle cache-t-elle une réalité plus sombre? Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire avec votre propre théorie sur ce qui est arrivé à Catherine et Samuel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères enfouis dans l'histoire. Ensemble, nous empêchons que ces voix oubliées ne disparaissent complètement dans le silence. Les archives du comté de Nottoway contiennent encore aujourd'hui les documents relatifs à cette affaire. Le certificat de mariage de Philadelphie, les papiers d'affranchissement de Samuel, les actes de vente des esclaves, les transcriptions du procès, le rapport médical sommaire sur les décès. Mais certains documents cruciaux sont manquants. Le journal du gardien Jacob Matthews, qui aurait pu éclairer ce qui s'était passé cette nuit-là, a disparu. Les notes du second médecin qui avait évoqué la possibilité d'un assassinat n'ont jamais été officiellement archivées. Et les lettres que Catherine et Samuel auraient écrites durant leur emprisonnement, mentionnées dans certains comptes rendus de presse de l'époque, ne se trouvent dans aucun dossier. Cette absence de documents clés alimente les théories du complot. Certains historiens modernes suggèrent que les autorités de Virginie, conscientes que l'affaire Yancey pourrait devenir un symbole gênant, ont délibérément fait disparaître les preuves qui contredisaient la version officielle du suicide. D'autres pensent que les documents ont simplement été perdus dans le chaos de la guerre civile qui éclata 3 ans plus tard, quand de nombreuses archives du Sud furent détruites ou dispersées. Le cimetière du comté de Nottoway existe toujours. La section où Catherine et Samuel furent enterrés a été partiellement réaménagée au XXe siècle. Les pierres tombales originales, si elles ont jamais existé, ont disparu. Aujourd'hui, rien ne marque l'emplacement précis de leur tombe, juste une étendue d'herbe anonyme sous des chênes centenaires, où reposent peut-être les restes de 2 personnes qui ont défié leur monde et payé le prix ultime pour leurs convictions. En 2008, 150 ans après leur mort, une historienne de l'Université de Virginie, professeure Angela Morrison, publia un article académique intitulé « Transgression et tragédie, le cas Yancey dans le contexte de la Virginie antebellum ». Son travail, basé sur une recherche méticuleuse des archives survivantes et sur l'analyse des structures sociales et légales de l'époque, conclut que l'histoire de Catherine et Samuel Yancey révèle les contradictions profondes du Sud esclavagiste, un système qui proclamait des idéaux de liberté et de dignité humaine tout en les niant systématiquement à la majorité de sa population. Professeur Morrison souleva aussi une question troublante. Combien d'autres histoires similaires ont été effacées de l'histoire officielle? Combien d'autres actes de résistance, de solidarité interraciale, de courage moral ont été délibérément oubliés, minimisés ou déformés pour maintenir un récit historique plus confortable? L'histoire de Catherine et Samuel n'a survécu que parce que leur procès fut public, que les journaux en parlèrent, que des documents furent créés. Mais pour chaque histoire documentée, combien d'autres se sont perdus dans le silence? Les descendants des 28 esclaves libérés existent toujours, dispersés à travers les États-Unis et le Canada. Certains connaissent leur histoire familiale, transmise à travers les générations. D'autres l'ont oubliée, les détails s'étant estompés avec le temps. Mais dans quelques familles, l'histoire de Catherine et Samuel est encore racontée, honorée, célébrés comme le moment où leurs ancêtres ont connu la liberté. En 2020, une initiative fut lancée pour ériger un mémorial dans le comté de Nottoway, honorant Catherine et Samuel Yancey, ainsi que les 28 personnes qu'ils ont libérées. La proposition rencontra une résistance significative de certains résidents locaux qui arguèrent que glorifier ce qu'ils considéraient toujours comme un crime contre la propriété serait inapproprié. Le débat révéla que 160 ans après les événements, les blessures de cette histoire n'étaient pas totalement cicatrisées.
Le projet de mémorial fut finalement approuvé, mais dans une forme compromise. Une plaque discrète dans le parc du comté, mentionnant les événements sans jugement explicite, laissant à chaque visiteur la liberté d'interpréter l'histoire selon sa propre conscience. L'histoire de Catherine et Samuel Yancey pose des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie le courage? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour ses convictions? Comment des personnes ordinaires peuvent-elles résister à des systèmes d'oppression qui semblent invincibles? Et surtout, comment l'histoire se souvient-elle de ceux qui ont transgressé les lois de leur temps au nom d'une justice supérieure? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Ce qui est certain, c'est que dans une prison de Virginie, en octobre 1858, 2 personnes sont mortes dans des circonstances qui restent mystérieuses. Ce qui est certain aussi, c'est que 28 personnes ont connu la liberté grâce à leurs actions. Entre ces 2 certitudes s'étend un territoire d'ombre, de doute, de possibilités, où l'histoire factuelle se mêle à la légende, où les documents officiels côtoient les témoignages transmis oralement, où la vérité devient insaisissable, mais non moins puissante. Les archives restent ouvertes à Nottoway. Les documents peuvent être consultés. Chacun peut lire les transcriptions du procès, examiner les certificats, étudier les registres de vente. Et chacun peut se demander, qu'est-ce qui n'a pas été documenté? Qu'est-ce qui a été délibérément omis? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette dernière nuit? La nuit du 30 octobre 1858 reste, après plus d'1 siècle et demi, enveloppée d'un mystère que personne n'a pu complètement percer. Et peut-être est-ce approprié, car dans ce mystère réside la puissance de l'histoire de Catherine et Samuel. Elle nous rappelle que derrière chaque document officiel, chaque verdict de tribunal, chaque version approuvée par les autorités, se cachent des vies humaines complexes, des choix moraux difficiles, des sacrifices dont nous ne connaîtrons jamais toute la portée. Lorsque le soleil se lève sur le comté de Nottoway, éclairant les champs où autrefois travaillaient les esclaves de la plantation Yancey, lorsque le vent murmure à travers les arbres centenaires qui ont été témoins de ces événements, on peut presque sentir la présence de ces histoires oubliées, de ces vies vécues dans l'ombre de l'histoire officielle. Et si on écoute attentivement, peut-être peut-on entendre l'écho d'une question qui refuse de mourir. Tout cela est-il vraiment arrivé comme on nous l'a raconté? Ou y a-t-il, enfoui quelque part dans les archives poussiéreuses ou dans les mémoires effacées, une vérité différente, plus complexe, plus troublante encore que ce que nous savons? Cette question, comme les tombes anonymes sous les chênes, demeure sans réponse définitive. Et c'est dans cet espace d'incertitude que l'histoire de Catherine et Samuel Yancey continue de vivre, de questionner, de hanter notre conscience collective, nous rappelant que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle le prétend, que la justice n'est jamais aussi claire qu'on le voudrait, et que le courage peut prendre des formes que la société de son temps refuse de reconnaître, mais que l'avenir peut-être finira par honorer.